Il est 14h30 ici à Paris, bienvenue à la une. Cette offensive au Yémen, la bataille d'Hodeïda risque d'être désastreuse pour les civils, ils sont nombreux sur place. Oui, bien entendu, et nous avons de bonnes raisons de croire à ce qu'il y ait de nouvelles violations du droit international à Al-Hodeïda, puisque comme vous le savez, des populations civiles vont probablement être bombardées. Il va... De la part des Saoudiens ? Oui, tout à fait. Ce que vous venez d'entendre est une crise de panique en direct lors d'un passage au journal de la chaîne d'information France 24. C'était ma première intervention de ce genre sur un plateau télé. En plus du stress de la prestation, j'avais été obligée, quelques minutes plus tôt, de prendre l'ascenseur pour accéder au studio, les escaliers n'étant pas accessibles sans badge. Il n'y a aucun plan B pour les claustrophobes dans ces cas-là. Une dizaine de minutes à peine, et on m'a fait passer du maquillage et de la coiffure directement au plateau. Une salle plus petite que mon salon parisien, les caméras en plus, et sans fenêtre apparente. À peine échangé un bonjour avec le présentateur que le journal commençait. Plus d'échappatoire. J'étais prise au piège de regards innombrables, invisibles mais bien présents, menaçants, impitoyables. J'aurais aimé me lever et partir, mais non, je suis bien élevée et obéissante. Je suis bien préparée, mais rien n'y fait. Je me sens extrêmement mal. 3 minutes, puis le présentateur m'interroge. C'est la panique à bord. Je ne peux plus fuir. Je suis comme une bête en cage que l'on scrute de toutes parts, et je dois répondre, faire ce qu'on attend de moi. Je suffoque, ne parviens pas à me concentrer, et ça donne ce que vous venez d'entendre. J'ai vécu cette expérience avec terreur, c'est vrai, mais pourtant je m'en suis sortie. Habitué à ce cas de figure, le présentateur m'a posé d'autres questions, m'offrant à chaque fois quelques secondes de répit, me permettant de ramener ma concentration sur le fond et d'oublier un peu ma honte d'être exposée à tous ces regards déshabilleurs. Avec du recul, je dirais que cet épisode désagréable a été l'apothéose de tant de moments de mal-être liés à une prise de parole en public toujours redoutée et fuie au maximum. Mais il a aussi été libérateur, car non seulement cette panique filmée en direct, je l'avais surmontée, mais aussi, qu'aurait-il pu m'arriver de pire dans le registre de la honte désormais ? Je ne me suis pas complètement débarrassée de ma peur du regard des autres, mais à l'évidence, ce jour-là, il y a eu une sorte de point de non-retour. J'ai pu relativiser le ridicule, dédramatiser la situation. Cela s'est passé, ça m'est réellement arrivé. Et alors ? Alors je ne brûle pas d'impatience à l'idée, un jour peut-être, de me retrouver à nouveau sur un plateau télé. Mais si cela devait arriver, je me dirais que ça pourrait difficilement être pire que cette fois-là sur France 24. Et en plus d'avoir relativisé le caractère traumatique de cette expérience, j'en ai tiré les leçons. J'ai appris. Mais il reste difficile de répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on a si peur du regard des autres ?» Bienvenue dans Anti-Héroïne, le podcast artisanal qui décortique les peurs ordinaires. Avez-vous déjà eu la sensation de ne pas vous appartenir ? Vous savez, ce sentiment d'être là sans être là, désolidarisé de votre corps, de votre vie, d'éprouver une sensation d'irréalité, ou bien de vous sentir bien là, mais incapable de dicter sa conduite à votre corps. C'est ce qui m'arrive dans les moments d'effroi comme sur le plateau de France 24, et dans n'importe quelle situation qui me fait paniquer. C'est cette peur de perdre le contrôle de mon corps qui est en réalité la cause de mon effroi. Ce corps qui menace de ne plus m'appartenir. Ce corps dans lequel nous sommes plusieurs. La terrorisée et la guerrière. La timide et l'effrontée. La cartésienne et la rêveuse. La belle et la bête. Je ne saurais dire laquelle triomphe d'un combat sans cesse recommencé à la Prométhée se faisant dévorer les boyaux. Mais perdre le contrôle de son corps peut revêtir bien d'autres formes. Un matin,
Anne n'a pas pu se lever. Mais littéralement. À l'impuissance et à l'incompréhension ont succédé divers examens et rendez-vous médicaux, jusqu'à ce que le verdict tombe. Burn-out. Ce mot double que l'on entend partout et à toutes les sauces. Le résultat d'un stress qui consume jusqu'à l'épuisement, qu'il vienne du milieu professionnel ou d'un tout. Une catastrophe énergétique qui atteint l'être humain dans sa globalité jusqu'au plan cellulaire, selon Olivier Lombard. Un cataclysme donc, qui, de l'extérieur, semble arriver d'un coup. Alors que c'est en fait, d'après le coach comportementaliste Frédéric Arminault, que je cite, le résultat d'un long processus d'épuisement qui se déroule insidieusement. Souvent l'aboutissement d'un stress post-traumatique, d'un trouble anxieux, ou de tout autre événement ou pathologie perçue et vécue comme stressant. Ça pourrait concerner 12% des Français, selon une étude de Nice Matin, et notamment des personnes qui manquent de confiance en elles ou vivent une baisse d'estime de soi. Celles qui ont peur, subissent des frustrations, laissent le déni s'installer, ont tendance à être stressées. Les gens perfectionnistes aussi, et qui cherchent à bien faire. Sans doute rien d'exceptionnel et d'anormal jusqu'au moment où l'on tombe dans un engrenage infernal dans lequel on ne respecte plus ni ses limites physiques, ni psychiques. Le contexte ? Un monde du travail qui nous en demande toujours davantage, ou en tout cas c'est comme ça qu'on a tendance à le percevoir. Un idéal de la rapidité d'un super-héros toujours plus performant, et sûrement une peur d'être exclu du système si on n'adopte pas cette idéologie. Peur d'échouer à s'intégrer si on n'en fait pas toujours plus. Peur de ne pas assurer. Et aussi, sans doute, un moyen de fuir plutôt que d'affronter une réalité qui dysfonctionne. La première fois que j'ai évoqué avec Anne le lien possible entre la peur et le surgissement du burn-out, il ne lui semblait pas évident. Et c'était plutôt la notion de déséquilibre qui lui venait. Et pourtant, je vous laisse en juger après avoir écouté son témoignage. L'anti-héroïne du jour s'appelle Anne. Bonsoir Anne, je suis ravie de t'accueillir. Bonsoir Yasmine, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi d'être là, je suis vraiment ravie. Alors je vais commencer par te poser les questions que je pose à toutes les anti-héroïnes et à tous les anti-héros qui viennent témoigner dans cette émission. Alors tout d'abord, Anne, est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur? De quoi et dans quelles circonstances? Alors oui, bien sûr, je pense que ça m'arrive. C'est vrai que moi, quand je pense aux peurs, tout de suite, je pense plutôt aux phobies. Je sais que j'ai des phobies, par exemple, la phobie des guêpes, phobie des méduses. Mais quand je vais peut-être un peu creuser la question, par exemple, je déteste les films d'horreur ou les thrillers qui peuvent faire peur. Donc, alors que pourtant, il me semble qu'on a discuté plusieurs fois de documentaires sur des faits divers, de séries Netflix aussi, qu'on a pu se recommander l'une à l'autre. Ouais, et ben justement, je distingue les documentaires des films d'horreur qui sont vraiment là pour vous faire peur, qui peuvent être très gore. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est le côté gore que t'aimes pas. Je pense que c'est le côté gore, c'est toute la musique qui peut aussi accompagner un film ou une série. Un documentaire, pour moi, il y a peut-être ce côté peut-être réaliste, et donc ça me fait moins peur, finalement. Bizarrement. Oh, c'est quand même assez paradoxal. Complètement. Parce que, oui, là, on parle de la réalité, alors que la fiction, puis en plus, c'est souvent très exagéré, ce qu'on peut voir. Ah oui, ok. Ouais. C'est original, en tout cas. Très bien. Et de manière générale, comment est-ce que tu dirais que tu gères la peur ? Ça dépend, j'essaye, souvent on m'a toujours donné un peu des techniques de respiration que j'essaye un petit peu d'avoir. Je sais que par exemple j'ai souvent peur de parler en public, donc un petit peu avant je vais faire des techniques de respiration pour pouvoir me détendre. J'aime bien aussi, pour reprendre l'exemple de la peur de parler en public, de pouvoir être bien préparée. Et donc, il y a toujours une sorte de contrôle, en fait, pour éviter d'avoir trop peur et de me dire que je suis bien préparée et donc ça devrait bien se passer. Et pour
Pour un exemple très concret, donc un jour, je devais donc parler en public devant une quarantaine de personnes dans le cadre d'un appel d'offres. Et donc, je devais monter sur scène, avoir un micro, et j'étais terrifiée. Et j'ai commencé à parler, et j'avais tellement peur que ma main a commencé à trembler, donc le micro tremblait. Et donc, j'ai complètement perdu mes moyens. Et en fait, je me suis dit, bon, Anne, là, t'es devant ces gens-là, qu'est-ce que tu fais ? Il va falloir que t'affrontes ta peur, tu vas pas courir, partir en courant. Donc, je me suis arrêtée, je me suis mise en pause, je les ai regardés et j'ai assumé le fait d'être très stressée et d'avoir peur de parler en public. Et j'ai un petit peu dévoilé une forme de faiblesse, de vulnérabilité. Et c'est un peu comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Et en fait, après, j'ai repris le contrôle. Ils ont tous eu une âme un peu bienveillante, un regard bienveillant. Et en fait, là, j'ai vraiment affronté ma peur. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut y arriver. C'est-à-dire qu'on a peur souvent de l'inconnu. Et une fois qu'on arrive à dépasser ça, et après, on se dit que c'est pas infaisable, quoi. C'est intéressant parce que ce que tu dis, ça fait complètement écho à ce que je racontais au début de cet épisode qui concerne mon seul passage télévisé en fait, qui était une interview à France 24 que j'avais faite il y a quelques années et qui avait été un moment extrêmement difficile. Moi j'avais envie de te poser aussi une autre question qui peut paraître un petit peu provocante, on va dire. Est-ce que tu dirais que tu aimes avoir peur ? Tu sais, moi j'aime beaucoup m'interroger sur le lien entre le désir et la peur. Alors, comme je te le disais, par exemple, les films d'horreur, les thrillers où il y a de la musique qui fait vraiment peur, c'est-à-dire que ça ne me donne pas du tout envie d'en regarder. Je me souviens que je me suis déjà retrouvée dans une salle de ciné avec des amis qui voulaient absolument aller voir un film d'horreur. Et je suis partie au bout de 10 minutes. Par contre, je sais que moi, j'aime beaucoup les parcs d'attractions. Et donc, cette forme d'adrénaline qui clairement me plaît. Et la peur que je peux ressentir, c'est la peur de la machine en fait qui se détraque et qui finit par on a souvent vu qu'il y avait pas mal d'accidents dans les parcs d'attractions et c'est un peu ça qui me fait peur, mais je vais quand même avoir envie d'y aller tester les attractions les plus celles qui font le plus peur. Tu te retrouves la tête, complètement, ça je suis la première à y être. Qui vont hyper vite. J'adore. Ouais. Ok, et en plus tu y vas en te disant potentiellement il peut y avoir un accident. Un vrai accident, ouais. Ah oui, ok. Et donc ça t'attire. Ouais. Mais tu partages avec d'autres ou oui. c'est quelque chose que tu pourrais tout à fait faire seule aussi ? Non, justement, seule, je pense que ça m'intéresse pas. Mais en famille, avec des amis, D'accord. Ça m'intéresse. Toute seule... C'est intéressant quand c'est partagé. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Moi, je sais que j'aimais bien à une époque aller dans les maisons hantées. Là, dans les ça, par contre, pas du tout. Du coup, ça paraît très gentil par rapport à ce que tu décris. Ah oui, mais toi, t'aimerais Alors que moi, j'aimerais pas. Ah oui, okay. Justement, les labyrinthes, un petit peu, ou les maisons hantées qui peut y avoir dans les parcs d'attractions, dans les fêtes les foires du trône. Ça, par contre, ça ne m'attire pas du tout. Les trucs avec les acteurs, les trucs dans le noir, avec les acteurs qui viennent te faire peur pour te faire peur. Ça, non. Par contre, l'attraction... Il y a des sensations en fait dans tout le corps quand tu fais une attraction où t'es la tête en bas et ça vraiment ça me plaît. D'accord, c'est marrant. Moi quand j'étais un peu plus jeune, j'aimais beaucoup les maisons hantées et maintenant je peux plus parce que je suis claustrophobe mais à la base j'aimais beaucoup ça. Et pourquoi du coup, qu'est-ce qui te plaisait dans... Le côté justement un peu mystérieux, où je savais pas trop où j'étais et je savais pas par où j'allais sortir. Le côté surprise un peu, j'aimais bien. Là où maintenant je suis dans l'hyper-contrôle total partout. Voilà. Donc, ouais. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de contrôle aussi qui est intéressante par rapport à la peur. Quand je te parlais du fait que quand j'ai peur de parler en public, je vais faire tout pour vraiment préparer. Donc il y a une forme de contrôle. Et est-ce que tu dirais que tu aimes faire peur à d'autres personnes ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'amuse ? Non, franchement, peut-être que quand j'étais enfant, ou parfois on essaye de faire peur à ses parents en se cachant derrière une porte, mais ça n'a jamais vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup attirée. D'accord. J'aimerais pas qu'on me le fasse, donc je pense que j'ai pas forcément envie de le faire aux autres. D'accord, très bien. Finalement, comment est-ce que tu définirais ton rapport à la peur ?
C'est une bonne question. Encore une fois, je pense que je te parlais de peur un peu, entre guillemets, superficielle, phobie des guêpes, méduses, ou peur de parler en public, c'est pas superficiel. Mais j'associe pas vraiment la peur à des peurs vraiment existentielles. Par exemple, la solitude, la peur de pas être à la hauteur. Enfin, c'est un petit peu une fuite. Enfin, quand je parle de peur, pour moi, je vais associer ça tout de suite aux phobies, alors qu'en fait, il y a des vraies peurs. Et je pense que j'ai pas forcément envie de les regarder en face, et donc voilà. On va laisser maintenant un petit peu les questions liées à la peur de côté et on va passer à la véritable raison de ta présence aujourd'hui. Anne, est-ce que tu voudrais bien nous raconter ce qui t'est arrivé l'an dernier ? Oui. Donc c'est une période qui a été particulièrement compliquée pour moi. Il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai fait un burn-out. Donc rien que cette notion, c'est un peu une notion un peu tendance, on l'utilise un peu à tort et à travers. En français, on parle d'épuisement professionnel. Je sais que au tout départ, il y a un an, je me suis réveillée avec une forme de vague d'angoisse, d'anxiété que j'ai pas réussi à contrôler, que je ne maîtrisais pas du tout. Donc je pensais que j'étais un petit peu surmenée, un peu fatiguée, donc je me suis reposée. Et pendant une semaine, c'est pas du tout passé. Et je n'arrivais plus du tout à marcher. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait quand même un problème. Je suis allée voir un médecin, donc le médecin le plus proche de chez moi, selon Doctolib. Et tu dis que tu n'arrivais pas à marcher, c'était... C'est-à-dire que concrètement, je pouvais me déplacer d'un point A à un point B, mais j'étais totalement désorientée, comme une démarche déséquilibrée, alors que quand on me regardait de l'extérieur, personne ne voyait que moi je marchais de manière déséquilibrée, mais moi il y avait vraiment un sentiment de pas marcher droit, d'être complètement désorientée. Un peu comme si t'étais ivre. Voilà, exactement. Sauf que pas du tout ivre, et donc et surtout cette vague d'angoisse qui ne passait pas. Et c'est vrai que je n'avais jamais eu avant de crise d'angoisse ou d'anxiété particulière. J'avais déjà été stressée, mais parce qu'il y avait un examen ou quelque chose de particulier, mais ça passait très rapidement et puis c'était pas aussi intense. Est-ce que tu avais l'impression de perdre le contrôle de ton corps, en fait, d'une certaine façon ? Alors, c'est pas perdre le contrôle. Pour moi, s'il y a un peu une métaphore, c'est comme si une personne extérieure avait appuyé le bouton off de mon corps, mais pas seulement de mon corps, c'était aussi mon esprit. Les deux complètement off, éteintes. C'est-à-dire que physiquement, mais moralement, j'étais exténuée, épuisée et complètement anxieuse. Et donc je suis allée voir ce premier médecin, donc juste à côté de chez moi, et ça a été, je me souviens, une période, il faisait très chaud, il y avait une canicule en tout cas à Paris, et donc ça rajoutait pas mal d'anxiété. Et donc ce médecin, je lui explique un petit peu ce qui m'arrive, et il me dit « Ah vous êtes un petit peu stressée, mademoiselle, je vais vous donner quelques petits médicaments, ça ira mieux. » Et moi, je suis pas forcément quelqu'un qui est pro-médicament, et j'aime bien aller un peu à la racine et de me dire « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et ce médecin-là, t'es pas forcément d'accord pour me proposer un arrêt maladie pour vraiment pouvoir me reposer. Donc j'ai été voir un second médecin qui là a conclu un burn-out. Donc c'est vrai que moi la première fois quand on m'a dit ça, je me suis dit ça veut dire quoi ? Je connaissais ce phénomène. C'est vrai que je pense que je comprenais pas vraiment ce que c'était. J'avais souvent entendu parler d'un épuisement professionnel, mais je pensais qu'il fallait juste un petit peu se reposer, qu'on était juste un petit peu surmené, qu'il fallait peut-être prendre 2-3 semaines. Et en fait, en commençant un petit peu à rentrer dans le sujet, à lire pas mal, forcément sur Internet, mais des choses un peu concrètes ou des livres, tous les symptômes, ou en tout cas tout ce qui était décrit, c'est exactement ce que j'étais en train de vivre. Et j'ai vraiment eu ce avant-après.
avant burn-out et après burn-out, et ça a été vraiment très violent parce que c'est pas comme, je pense, une dépression où les symptômes se font de plus en plus intenses au fur et à mesure. Là, c'est vraiment d'un coup, interruption totale de mon corps et de mon esprit, donc c'est très très violent et en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est très bien compris, même au niveau de la médecine générale en France. Et on va te prescrire antidépresseurs ou anxiolytiques directement. Alors que je pense que, en tout cas, je suis pas du tout contre les médicaments, mais je pense qu'il faut comprendre et aller à la racine du problème pour pouvoir, en tout cas, comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Donc juste à ce moment-là, en fait, donc le diagnostic tombe, et pendant toute cette période où ton corps, en fait, était quelque part en train de te dire quelque chose, enfin, ou en tout cas, tu avais acté le fait que tu étais fatiguée et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal en toi, qu'est-ce que tu penses, en fait, à ce moment-là ? Est-ce que tu cogites t'as parlé d'anxiété, t'as dit que t'étais très anxieuse. Est-ce que tu penses à des choses en particulier, justement, qui te stressent ou qui te rendent triste ? Enfin, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Parce que là, tu nous as bien décrit ce qui se passe dans ton corps, mais avant que le verdict tombe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, en fait ? Bah, un peu comme je l'ai dit, c'est-à-dire que moi, j'avais jamais connu de crise d'angoisse ou d'anxiété, donc c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est une inconnue et c'est très déstabilisant. Et t'as envie de tout de suite comprendre ce qui se passe. Et t'as plein de pensées, mais t'arrives pas forcément à les organiser, à comprendre ce qui se passe. Enfin voilà, t'es complètement déstabilisé. Il n'y a pas un sujet spécifique qui me tracasse. Après, il faut quand même rappeler le contexte. J'étais donc en pleine sortie du premier confinement. J'ai passé le confinement seule chez moi, où j'ai énormément travaillé. Donc la première chose que je me suis dit, c'est effectivement, t'as trop donné. Et après, quand j'ai un petit peu creusé le sujet, et mon corps, le mot en fait qui ressortait un petit peu de tous les symptômes que je pouvais avoir liés à mon corps, c'était le mot déséquilibre. Donc il y avait cette fameuse marche complètement déséquilibrée. Et en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un déséquilibre entre ma vie professionnelle, donc une énorme importance accordée à ma vie pro, et en fait une vie personnelle qui était en fait complètement mise de côté. Donc voilà, il y a en tout cas un petit peu de ça où tu rentres, mais au début c'est quand même très compliqué. T'as envie de comprendre ce qui se passe quand on te donne un petit peu les clés, exactement ce qui se passe, et c'est pas simple parce que même les médecins ils sont pas si habitués que ça. Un vrai burn-out, encore une fois, je le dis, c'est pas juste une petite fatigue et on se repose. Un vrai burn-out, en tout cas, je pense que seules les personnes qui en ont vraiment eu un peuvent comprendre de quoi je parle. D'accord. Et donc voilà, justement pour essayer de décortiquer un petit peu ce qui s'est passé dans la phase qui a précédé ce moment justement où ton corps t'a lâché, je pense qu'on peut dire ça, hein, c'est ton corps complètement. T'a lâché. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu conscience de dépasser tes limites ? Ou est-ce que c'est vraiment qu'au moment où ton corps te lâche, que là tu réalises qu'il y a un problème en fait ? Alors oui et non, je pense que j'avais pas envie de le voir. Ça faisait quelques mois, voire 1 an, où j'avais des problèmes d'insomnie par exemple, des problèmes de digestion. Voilà, mais j'avais pas forcément fait le lien. On n'avait pas à la base et j'avais pas forcément fait le lien. Et donc oui et non pour moi, et je sais que ça, on me l'a souvent reproché en me disant mais attends, ça peut pas arriver d'un coup comme ça. Et moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Vraiment c'était violent, donc ça montre vraiment le avant-après. Il y a eu vraiment une rupture, un clash quoi. Donc tu penses que tu as eu quand même une phase un peu de, je sais pas si on peut appeler ça du déni. Ah, complètement. Qui a duré un certain temps. On ne sait pas exactement combien de temps. Je pense que j'avais des symptômes en fait qui étaient pas qu'on pouvait pas forcément directement relier à un pré-burnout. C'est ça la difficulté. Quand on fait un burn-out, chaque burn-out est unique et chaque personne a des symptômes totalement différents. Donc ça aussi c'est la complexité, et
j'avais par exemple des problèmes digestifs et on va pas forcément se dire tout de suite c'est lié à un pré-burnout. Donc j'étais dans le déni, oui, même si j'avais déjà été voir le médecin pour ces problèmes-là, mais il n'y avait jamais eu de solution à apporter, puisqu'en fait on n'allait pas vraiment à la racine. On allait peut-être me donner je sais pas, des médicaments pour calmer ma digestion, enfin voilà, mais pas me dire peut-être qu'il serait bien que tu fasses une thérapie ou voilà, ce genre de choses. D'accord. Donc à ce moment-là, tu suivais pas de thérapie particulière, t'avais pas de personnes dans ton entourage qui peut-être t'avaient dit à un moment donné que tu travaillais peut-être un peu trop, ou enfin personne n'a attiré ton attention non plus sur quoi que ce soit, enfin. Non, je pense qu'on a dû le faire effectivement, mais à l'époque, je travaillais dans une structure où il y avait vraiment une surcharge de travail et c'était pas seulement. Donc c'était justement, un phénomène un peu. Ouais. C'est bien que tu en parles parce que je pense que c'est important. Alors il y a des burn-out a priori dans tous les secteurs d'activité, dans absolument tous les domaines et un peu à tous les postes du moment qu'on a des responsabilités assez importantes. Mais je pense que c'est quand même un élément important, l'environnement de travail. Donc peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur ton travail de l'époque. Alors tu nous as dit qu'effectivement il y avait eu la période de confinement, donc tu as travaillé de chez toi comme beaucoup de monde, sauf que tu étais seule dans un appartement parisien pas très grand. Voilà, donc ça rajoutait un petit peu à la complexité de la situation. Je peux très bien l'imaginer. Moi, je l'ai vécu aussi, alors différemment, mais moi aussi, j'ai vécu le confinement seule dans un espace pas très très grand. Mais voilà, je pense que c'est bien que tu nous dises un peu en quoi consiste ton travail à ce moment-là et avec du recul aussi peut-être qu'est-ce qui a pu te mener à ça en fait. Je vais pas mentionner donc le nom de l'entreprise dans laquelle je travaille à l'époque, je pense que c'est pas intéressant. Par contre, je peux vous dire que c'est dans le milieu associatif et justement quand tu disais que le burn-out touche à peu près tous les secteurs, oui, mais en même temps, il y a quand même des secteurs qui sont particulièrement touchés, ce qu'on appelle les secteurs du care, donc les secteurs où les métiers c'est avant tout prendre soin des autres. Ça, c'est quand même très important aussi, je pense. Selon moi, il y a quand même une sorte de crise au niveau de l'économie sociale et solidaire, tout ce qui est association, ONG. J'ai pour le coup, en tout cas, des personnes dans mon entourage qui ont aussi vécu des burn-out et travaillé dans ce type de domaine. Alors après, c'est pas simplement ce secteur-là, mais en tout cas, je pense qu'il est particulièrement touché. Moi, je travaillais dans le département communication, donc dans une ONG internationale. Donc, je pense que ça, c'est important aussi de le dire que finalement, quand j'étais donc toute seule chez moi, j'avais une forme d'euphorie. En fait, j'ai adoré le premier confinement parce que j'ai énormément travaillé et il y avait plus d'horaire en fait, parce que je travaillais avec des personnes qui étaient basées en Amérique latine ou en Asie, donc il n'y avait jamais de déconnexion. Et puis comme de toute façon je restais chez moi, j'estimais que j'avais rien d'autre à faire, donc autant travailler. Et puis je me souviens que je travaillais sur une campagne pour des défenseurs qui étaient en prison et donc très en danger aussi par rapport au Covid. Enfin, il y avait une forme de... je vais avoir un impact et donc c'est aussi on est porté par des belles causes et on va pas se plaindre et on va travailler. Et je pense qu'il y a aussi ça qui est important à souligner. Je vois très bien le côté exaltant. Mais juste par moment tu disais pas que t'étais fatiguée en fait et que ce serait pas mal étant enfermée que tu ailles faire justement ta petite balade à je sais plus c'était 1 kilomètre à l'époque voilà pour prendre un peu l'air ou je sais pas tu te disais pas je vais juste regarder une petite série sur Netflix alors si il faut quand même comprendre que mon confinement mon premier en tout cas je l'ai pas passé à juste travailler, j'ai fait les balades quotidiennes à environ 1 kilomètre, j'ai regardé plein de séries, j'ai fait à manger, j'ai pas fait que travailler.
Mais souvent, on se dit que c'est-à-dire que mon burn-out, enfin en tout cas mon premier burn-out, était déjà bien enclenché. Et à un moment, on t'explique que les personnes qui sont dans cette situation, elles n'ont plus les ressources pour se reposer et se ressourcer. Ça n'existe plus. Il faut vraiment faire une vraie coupure. Parce qu'en fait, souvent d'ailleurs, on dit que ces personnes-là, même si elles vont en vacances 1 ou 2 semaines, ça ne change rien. Alors, si on reprend un petit peu la chronologie des événements, donc tu vois ce deuxième médecin et le verdict tombe. À partir de là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe déjà concrètement et puis dans ta tête surtout ? Je pense qu'il y a une forme de soulagement parce qu'on met un mot sur ce que j'ai, ce qui n'avait pas été fait en fait avant. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me renseigne sur ce qu'est vraiment un burn-out parce que j'avais pas du tout cette notion-là. Je pensais que c'était juste le fait d'être un peu surmenée. Et moi, je voulais vraiment, et de toute façon, les médecins au début n'étaient pas du tout d'accord, je voulais pas soulager ça avec juste des médocs. Donc, j'avais envie de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là et comment j'allais pouvoir m'en sortir. Et d'après les témoignages, tous les livres que j'ai pu lire, ça allait prendre du temps. Et il fallait aussi que j'accepte cette période de va falloir que tu prennes du temps maintenant pour toi et tu vas pas revenir travailler. Parce que au tout début, quand on fait un burn-out, on est épuisé, mais on veut quand même continuer à travailler parce qu'on culpabilise. Et donc ça, c'est un peu la première étape. Et on culpabilise de quoi, en fait ? On culpabilise je pense, d'avoir été faible, d'avoir lâché, enfin c'est un peu une forme d'échec quelque part. Qui va te trouver faible ou qui va te reprocher d'avoir Je lâché ? pense ta famille, ton entourage, tes collègues, et en fait finalement toi-même. Donc il y a quand même pas mal de peur d'être jugé là-dedans. Complètement. Et moi je me suis dit que la seconde étape après tout ça, c'est de ne pas en avoir honte et d'en parler. Et vraiment de dire, voilà, ce que je suis en train de vivre, c'est ça, et croyez pas que c'est juste un peu de fatigue. C'est vrai qu'au début, j'ai pu être parfois jugée par mon entourage parce qu'ils ne comprenaient pas du tout ce que j'étais en train de vivre. Et ça a été un peu compliqué, mais j'ai réussi à le surmonter. Et pour moi, il y avait une forme aussi d'un peu de prévention. Faire un burn-out à 29 ans, j'avais pas envie que mes amis, ou en tout cas mon entourage, puissent vivre ça. J'avais envie de me dire, je vais expliquer vraiment ce que c'est et ce que je suis en train de ressentir. Et pour moi, c'est une forme de... Ouais, j'étais en train d'extérioriser aussi une partie de ça. Exactement. Et alors, est-ce que t'as plutôt rencontré de la compréhension après avoir fait un peu de pédagogie, effectivement, et expliquer ce que c'était, parce que c'est vrai que c'est pas évident comme terme. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, ou alors qui le connaissent mais qui l'emploient un petit peu à toutes les sauces. Donc c'est pas si simple que ça à expliquer, je pense. Donc est-ce que en tout cas les gens ont eu globalement de la compassion et t'ont apporté du soutien en fait? Comme je le disais, j'ai fait pas mal de pédagogie auprès de mon entourage. J'avais trouvé par exemple des articles de journaux que j'avais envoyés, et donc les personnes qui m'entouraient ont commencé un petit peu à regarder tout ce que je leur envoyais et à comprendre en fait ce que c'était vraiment et ce que j'étais en train de vivre. Et non, j'ai eu beaucoup de soutien, et je pense que c'est ça qui m'a le plus aidée, qui m'a fait entre guillemets remonter la pente, même si j'aime pas trop cette expression, mais c'est là où je me suis sentie aussi soutenue et pas seule, alors que je pense que le premier confinement, il y avait vraiment aussi cette peur de la solitude. Je me retrouvais toute seule, et le fait de travailler autant, c'était aussi pour combler un vide de se dire en fait je suis toute seule dans mon appartement, parce que dans mon entourage, en tout cas assez proche, personne ne vivait le confinement seul. Donc pour moi, j'avais l'impression d'être seule. Très bien. On y reviendra tout à l'heure sur les différentes peurs que tu as évoquées justement. Comment est-ce que tu dirais finalement que tu t'en es sortie ? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé toi, intérieurement, et puis aussi pour te remettre sur les rails en fait, parce que j'imagine que ça s'est scindé en différentes étapes, tout ça. Ouais, c'est très long, on parle souvent d'1 an, 1 an et demi, mais encore une fois, chaque burn-out est unique, ça peut être même plus, 2 ans, 4 ans.
Aujourd'hui, je vais pas dire que je m'en suis sortie parce que je trouve que c'est pas forcément ce qu'il faut retenir. Comme je le dis, il y a un avant et un après burn-out et plus jamais je serai la même en fait. Et je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que si j'ai fait un burn-out, c'est que j'allais clairement dans la mauvaise direction. J'ai aussi perdu ce que j'appelle des points de vie. Par exemple, j'ai une vision qui a énormément baissé. Mais ce qui m'a aidé, donc, c'est, bon, comme je l'ai dit, donc, vraiment d'en parler de manière hyper ouverte. D'essayer de comprendre aussi comment j'en étais arrivée là. Et donc là, j'ai commencé une thérapie. Donc ça a été très important. Et encore une fois, c'est quelque chose où ça prend pas, c'est pas en 1 ou 2 mois où c'est bon, on règle le problème. Il y a une phase au tout début, on est tellement épuisé qu'on fait que dormir, qu'on est un peu triste, il faut quand même le dire, le moral il est pas au beau fixe. Et pendant 3-4 mois, j'avais encore cette démarche hyper instable et ça c'était assez compliqué pour moi, donc j'arrivais même par exemple à faire du vélo, ce qui était pour moi très dur parce que j'adore faire ça. Donc j'ai un peu essayé de retrouver des petits plaisirs de la vie que j'avais, je pense, oubliés et je m'en étais même pas rendu compte. Ça pouvait être, je sais pas, manger une glace, juste lire un livre, enfin des petites choses que j'avais pas oubliées, mais en tout cas que je faisais plus forcément beaucoup. Et puis voilà, et je pense qu'il faut être très patient. Il faut être très patient et voilà, je pense que... Après, chaque burn-out est unique et chaque personne le vit différemment et voilà, moi, c'est les conseils que je peux donner. Avec le recul que tu as aujourd'hui, finalement, comment est-ce que tu expliques ce qui t'est arrivé ? J'aimerais revenir quand même un petit peu sur les prémices, en fait, de tout ça. Donc, tu as parlé du confinement, mais a priori, c'était quelque chose de beaucoup plus étalé dans le temps. Donc, ça, à ton avis, d'où est-ce que ça vient ? Enfin, je sais que ta thérapie est un work in progress, donc t'as probablement pas toutes les réponses encore, mais est-ce que t'as envie de nous raconter un petit peu ta vision des choses aujourd'hui ? Encore une fois, comme tu le dis, oui, effectivement, j'ai pas encore toutes les clés, sinon ça serait trop facile. Je pense que je continue encore et bon, c'est bien aussi de pas avoir toutes les clés d'un coup. Comme je le disais au tout début, c'est vraiment un déséquilibre vie pro et vie perso. Donc là, je m'en suis rendu compte. Et les deux questions, en tout cas, quand j'en parle, pour moi, c'est 2 questions hyper importantes quand on fait un burn-out. Il faut se les poser, en tout cas. C'est qu'est-ce qu'on veut fuir ? Qu'est-ce qu'on a voulu fuir, finalement, en travaillant autant ? Ou qu'est-ce qu'on a voulu prouver ? Ou les deux. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et moi, je pense qu'il y avait une partie de moi où il fallait absolument que je sois à la hauteur. J'avais envie vraiment de me dépasser, de montrer que j'étais faite pour le job. C'est vrai que tout au long de ma vie, on m'a souvent plutôt beaucoup jugée sur mon physique, blonde aux yeux bleus et donc pas forcément, entre guillemets, intelligente, que les deux ne pouvaient pas être complémentaires ou en tout cas aller ensemble. Et c'est vrai que par exemple, j'ai eu une remarque quand je suis revenue de mon burn-out après mon arrêt maladie, donc de quand même 6 mois, hein, je tiens à le souligner. Une de mes supérieures hiérarchiques m'a dit « Ah mais en tout cas, t'inquiète pas, t'es toujours aussi jolie ». Et je pense que quelque part, il y avait quelque chose où... hallucinant, effectivement, où j'avais envie de prouver que j'étais pas juste une jolie fille. J'ai pris aussi le poste et mon prédécesseur était un homme plus âgé et à chaque fois j'avais aussi souvent des remarques de « Ah lui il faisait pas comme ça, ah lui il était comme ça ». Et je pense qu'il y avait quelque part une envie de se dire « Bah non mais en tant que femme aussi, il y a peut-être, je veux pas non plus mettre à la sauce toujours féministe, mais je pense qu'en tant que femme on a souvent en plus jeune et femme, toujours plus de choses à prouver. En tout cas c'est comme ça que moi je le ressentais, c'est pas forcément la vérité. D'accord. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as tiré des leçons de tout ce qui t'est arrivé ? Ah bah oui, complètement. En fait, ce burn-out, d'un côté, j'ai eu l'impression de perdre une confiance en moi et d'un côté, d'en gagner une nouvelle.
C'est un peu bizarre, paradoxal, mais quand je suis revenue dans la structure dans laquelle donc, j'avais fait un burn-out, ça a été au début difficile parce que j'avais peur de plus prendre de plaisir à travailler. Pendant 3 semaines, j'étais très mal à l'aise parce qu'en fait, je prenais aucun plaisir et je faisais semblant et j'étais là pour être là. Et puis après, un jour, il y a eu un projet qui m'a beaucoup intéressée et j'ai commencé à vraiment m'exprimer et à avoir une forme de confiance en moi que j'avais pas et que j'avais réussi finalement pendant ces 6 mois à acquérir, à me dire mais finalement, regarde tout ce que t'as fait et arrête de vouloir prouver des choses. Là, tu l'as fait, t'as plus rien à prouver. En tout cas, dis-toi que continue comme ça, t'es pas parfaite, et il faut pas l'être. Et justement, il faut pas être à la recherche de la perfection. Mais tu fais le job, quoi. Et donc, sois aussi un peu consciente de ça et aie un peu confiance en toi. Donc, je pense qu'il y avait un peu cette partie-là. Et puis, ne pas accorder trop d'importance non plus au travail. C'est-à-dire que moi, avant de faire ce burn-out, j'avais toujours cette expression que je disais, on passe les 3/4 de sa vie au travail. Où on dit le travail, c'est la santé. Enfin, vous voyez, il y a plein d'expressions. Et je suis pas d'accord. Je pense que justement, encore une fois, il y a ce déséquilibre. Ça veut pas dire que j'ai pas d'amis, pas de famille. C'est juste que c'est l'importance qu'on y accorde. Et moi, j'accordais trop d'importance au regard des autres et au fait de bien faire mon travail, que j'en oubliais en fait un peu des loisirs ou juste un peu de légèreté dans la vie. Ça fait une excellente transition vers le prochain sujet que j'aimerais discuter avec toi, qui concerne justement le travail, ton rapport au travail, l'équilibre vie pro, vie perso. Anne, après tout ce que tu nous as raconté sur ce qui t'est arrivé l'an dernier, aujourd'hui, tu dirais que le travail représente quoi pour toi en fait ? Alors pour moi, ça représente une source d'épanouissement. J'ai toujours, en tout cas, associé plaisir et travail. J'ai fait de longues études pour avoir un travail, en tout cas, qui me plaisait. C'est le cas aujourd'hui. J'ai jamais eu ce problème, justement, un peu inverse, ce qu'on appelle le bore-out, de véritablement s'ennuyer. Moi, c'était plutôt le contraire. Je suis une nature très curieuse, très créative. J'aime bien rentrer dans le fond des sujets, travailler en équipe, notamment quand tu travailles dans le domaine de la communication, c'est très important. Donc, j'ai jamais eu de pensée, on va dire, négative ou d'y aller à reculons. Au contraire, c'était vraiment quelque chose qui était pour moi très important et c'est pour ça que j'ai toujours accordé une place importante au travail dans ma vie. Et je pense que c'est aussi lié, j'en suis même sûre, en y ayant un peu réfléchi, c'est lié à mon éducation. Quand j'étais plus jeune, on était souvent gardés par babysitter ou nourrice parce que nos parents travaillaient beaucoup et très tard, et donc on les voyait pas beaucoup. Donc je pense que j'avais un petit peu ce modèle de, finalement... la vie, en tout cas, il y a une partie de sa vie, tu la consacres à ton travail. C'est aussi ça qui te permet d'avoir un statut dans la société. En tout cas, c'est comme ça que j'ai été un petit peu éduquée. C'est une ressource financière aussi. Aujourd'hui, moi, j'ai un appartement. Il faut que je puisse payer mon crédit. Bon, j'ai la chance d'être propriétaire aussi jeune, mais en étant seule. Et est-ce que tu dirais que, à la suite de cette expérience, de ce traumatisme même, on peut dire... Est-ce que quelque chose a changé justement dans ce que représente le travail pour toi ? Comme je te l'avais dit un petit peu plus tôt, quand j'ai repris, donc après mon arrêt maladie, le travail dans la structure, j'ai eu peur de perdre cette notion de plaisir. Et pendant 3 semaines, je me souviens que du coup, j'étais encore très fatiguée, encore très anxieuse. J'avais peur de pas pouvoir un jour retrouver ce plaisir au travail. Donc non, cette notion, j'ai réussi à la retrouver, donc j'étais très contente. Maintenant, je culpabilise moins de me dire, Anne, c'est pas grave, t'as pas fini ce que tu voulais faire
pendant la journée, et bah tu reprendras demain. Je culpabilise beaucoup moins, c'est-à-dire que je m'accorde beaucoup plus de liberté et je choisis aussi ce que j'appelle mes batailles et mes combats, c'est-à-dire que je peux pas tout faire et je peux pas tout faire parfaitement bien. Donc je vais peut-être faire moins, mais peut-être mieux aussi. Donc c'est une forme aussi d'organisation et de revoir un peu ses priorités. Et puis surtout, il n'y a pas que le travail, mais c'est quand même quelque chose pour moi qui est important et il faut que ça soit aussi une source d'épanouissement. C'est pas juste aller travailler pour aller travailler. Quand tu te sens pas bien, est-ce qu'il t'arrivait, et est-ce qu'il t'arrive encore peut-être, de te plonger dans le travail de plus belle, justement ? Oui, complètement. C'est une forme de fuite, hein, de finalement de ne pas penser à ses problèmes et donc de travailler. Et puis moi, souvent, comme c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis, tout de suite, une forme d'anxiété, par exemple, qui peut arriver, je vais travailler ou je vais lire un livre ou je vais lire un magazine. Ou... Voilà, non, ça c'est sûr que c'est quelque chose que je fais et que je continue un peu à faire, mais avec du coup un regard différent. Donc, ouais. Parce que tu penses que ça t'aide en fait de te plonger dans le travail de cette manière-là ? Ça m'aide sur le court terme en fait. Ça, comme je le dis, c'est une fuite, c'est-à-dire c'est pour ne pas regarder en face ce qui me pose problème. Donc après, ce que je vais faire, c'est que effectivement sur la partie court terme, quand je vais être toute seule chez moi, je vais travailler pour essayer d'atténuer l'anxiété ou pour penser à autre chose. Mais par contre, après, en thérapie, je vais en parler avec le psychologue pour essayer justement de faire un peu plus preuve un peu de courage et justement de plus laisser passer mes émotions. Ou, voilà, ce genre de choses. Tu dirais qu'aujourd'hui, tu arrives à repérer justement ces moments où tu peux basculer peut-être un petit peu dans ce côté... négatif en fait du travail qui te permet de fuir quelque part. Ouais, de compenser, de pas regarder ce qui va pas. D'accord. Effectivement. D'accord. Mais aujourd'hui j'en ai conscience, c'est ça aussi qui je pense c'est très important et qui a changé et qui me permet aussi de petit à petit de me poser des questions. Pourquoi finalement je vais me mettre à travailler. D'accord. Au fond, finalement, qu'est-ce qui te plaît tant dans le travail, en fait ? Alors moi, j'aime beaucoup le fait de travailler en équipe, donc vraiment d'échanger avec mes collègues. Je suis très curieuse, donc j'aime bien me dire que je vais apprendre des choses tous les jours, et c'est souvent ce qui se passe. Et donc, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas au travail ? Les réunions Zoom toute la journée. Je te comprends. Ce que j'aime pas, c'est toute la fameuse toutes les réunions qui ne servent à rien et qui sont là juste pour faire joli. Être derrière son écran toute la journée, répondre à des mails, la partie administrative aussi ou budgétaire. Moi, j'aime bien être entre guillemets sur le terrain. Bon, ça veut tout et rien dire, mais être un peu dans l'action, aller rencontrer des partenaires ou des personnes et ça, c'est ce qui me plaît le plus et tout le reste. Mais bon, j'essaye de faire en sorte que cette partie un peu administrative, ça reste minoritaire, en tout cas une toute petite partie, justement pour qu'il y ait une partie intéressante qui ressorte le plus. Pardonne-moi si jamais je me répète un peu, mais pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs, après ce qu'il t'est arrivé, est-ce que tu dirais que tu connais mieux tes limites aujourd'hui ? Ouais, complètement. En tout cas, je les écoute. Avant, on va dire que je les écoutais pas. Donc oui. Après, c'est pas quelque chose d'inné, je pense. Ça se travaille. Et je continue toujours à travailler dessus. Après, je pense que ce qui a changé, en tout cas, c'est que quand on parle de burn-out, on parle aussi souvent de rechute. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a fait peur, parce que je me suis dit, ça a été une épreuve très compliquée. J'en suis toujours pas complètement sortie. Et j'avais peur aussi de retourner travailler et de potentiellement retomber dans les mêmes travers, exactement. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul, je me dis effectivement, en fait, j'ai un peu moins peur de faire une rechute parce que
Aujourd'hui, je pense que j'ai les clés qui me permettront de m'en relever plus facilement. Et parce qu'il n'y a pas cet inconnu, en fait. Comme je l'ai connu, comme je sais ce que c'est, peut-être que ça peut être plus violent, effectivement. On dit souvent, d'ailleurs, quand il y a une rechute, c'est un peu plus violent. Mais en tout cas, je fais en sorte qu'il n'y en ait pas, quoi. Tout simplement. Mais si un jour il y en a une, c'est pas, en tout cas, ça me fait plus peur. Qu'as-tu concrètement changé à ta manière de faire et à tes habitudes au travail, justement ? Alors, j'ai demandé un téléphone pro et un ordi pro. Ça peut paraître bête, mais en tout cas, ça a changé ma vie. Parce qu'avant, j'utilisais beaucoup mon téléphone et donc je recevais des messages professionnels. Donc, mon téléphone était complètement spammé par le travail. Et puis, comme on travaille au niveau international, il n'y a plus de limite d'horaire. Donc j'ai fait la même chose avec un ordi pro en fait, que je ramenais à la maison quand je faisais du télétravail. J'essaye vraiment d'avoir un équilibre, c'est-à-dire que quand c'est possible, bien sûr, avec la crise sanitaire actuelle, d'aller aussi bien faire un peu de télétravail, mais pas que du télétravail, d'aller aussi un peu au bureau pour voir des collègues. Donc là, c'est très important. Je respecte les horaires aussi, c'est-à-dire que c'est du 9h30, 18h30, c'est comme ça. Je dépasse plus, je regarde plus mes mails pro alors qu'avant je pouvais le faire le soir et le week-end. Voilà, il n'y a plus de culpabilité, au contraire, c'est ces limites qui sont très importantes. Et puis quand ça va pas ou quand je suis pas d'accord avec une décision, bah là pour le coup je m'exprime davantage. Et t'as ça, plus de facilité à dire non. Dire non, ou en tout cas dire que je suis pas d'accord avec la décision. Pas forcément non, mais aussi montrer que ça ne me convient pas. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as un meilleur équilibre vie pro, vie perso, justement ? Je pense qu'en tout cas, avant, je l'avais, mais je m'en étais pas vraiment rendu compte, ou en tout cas, je me focalisais trop sur mes performances au travail, alors que là, je l'ai retrouvé parce que je me focalise beaucoup moins sur mes performances au travail, et donc je pense que quand je suis avec des amis ou de la famille, je profite beaucoup plus de l'instant présent. Plutôt que de me dire « Ah mince, j'ai une réunion » ou « Ah mince, j'ai oublié d'envoyer ce mail », là, ça n'existe plus. Alors qu'avant, j'avais ça. Donc ça, voilà, il y avait des parasites, même quand je passais des bons moments en famille ou avec mes amis. Que là, je ne laisse plus, en fait, ça. Je profite. Qu'est-ce que tu penses de la figure du super-héros ou de la super-héroïne ? C'est une très bonne question, ça. En tout cas, je sais que mon expérience m'a appris que ce côté super-héros ou héroïne, c'est le fait justement d'être un peu à la recherche de la perfection, d'être parfaite. Et en tout cas, moi, je sais que ça m'a pas aidé, en tout cas, cette recherche de la perfection. Tu dirais que t'es perfectionniste ? Oui, je pense, complètement. Et c'est quelque chose, en tout cas, sur lequel je travaille, notamment dans le milieu du travail, où je vais arrêter d'aller trop au fond d'un sujet, alors que ça ne sert à rien. Je vais peut-être le faire aussi si j'ai envie de m'épanouir, parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse, mais pas juste pour le faire. Et j'ai appris aussi le fait de se montrer vulnérable, justement, de pas être parfaite et d'être justement une héroïne ou un héros. Et qu'en fait, c'était ça aussi, d'être courageux, en tout cas, ou courageuse. C'est comme, en tout cas, ça a été un peu le message, un peu la morale, en tout cas, la morale de l'histoire, en tout cas, de mon histoire, de se dire que montrer ses faiblesses, montrer ses failles, et justement, ne pas être parfaite tout le temps, c'est ça, être humaine. Et c'est ça, faire preuve de courage, de montrer qui on est vraiment, et que, voilà, on n'est pas parfait, et heureusement, d'ailleurs. Donc le courage, c'est d'être soi. Voilà. C'est beau, ça. Mm-mm. Quel genre d'anti-héroïne est-ce que tu serais plutôt ?
Une personne qui a des failles, des faiblesses, et qui veut, en tout cas, arrêter de vouloir être parfaite et de rechercher qui je suis vraiment. Et ça prend du temps et c'est pas du tout inné. Et je pense que j'en suis juste au tout début du parcours. Après toi, est-ce que le travail peut avoir, parmi tout un tas de fonctions bien sûr, celle de combler une ou plusieurs peurs? Oui, bien sûr. Je pense qu'à moi, il y avait cette peur un peu du vide. Le travail pour combler justement un vide, par exemple quand je rentre chez moi où j'ai pas forcément quelque chose à faire, travailler, en tout cas, ça peut combler une forme de vide. En fait, c'est un peu une forme de vide intérieur. Ou alors, je me suis toujours dit que j'avais pas de passion. J'ai jamais vraiment eu de passion. J'ai des centres d'intérêt, mais pas forcément de passion. J'ai toujours été un peu à la recherche de ça. Et en fait, comme j'ai pas trouvé, finalement, le travail pouvait être un peu justement cette forme de passion. Je pense qu'il y a aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de vouloir être à la hauteur, d'être parfaite, de pas décevoir, ou voilà. Et je pense qu'en tout cas, il y a quelque chose, moi, de l'ordre de la reconnaissance. Le fait d'être valorisée. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça et que, en tout cas, dans la structure dans laquelle j'étais, j'avais pas du tout ça. Et si on creuse un petit peu, c'est finalement la peur de pas vraiment être aimée. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Alors, au risque de sonner un petit peu trop psychanalytique, moi j'aime bien associer la peur au désir, parce que je suis persuadée que derrière chaque peur, il y a toujours un désir ou plusieurs désirs. En tout cas, la frontière pour moi est très ténue entre les deux. Et en même temps, j'ai envie de terminer cette émission sur une note positive encore davantage, parce que là, ce dont on a parlé, c'est quand même beaucoup de résilience face à une épreuve qui t'aura marqué, comme tu l'as dit, il y a eu un avant, un après. Et donc ce que j'ai envie de te demander maintenant, c'est quelle est la place du désir, du coup, dans ta vie actuelle? Waouh. Je pense que je m'en étais pas rendu compte, mais avant et pendant le burn-out, cette notion de désir, elle avait disparu. Et je m'en étais pas rendu compte. Et aujourd'hui, en tout cas, je remonte la pente, je prends davantage soin de moi et je rêve à nouveau, j'ai des fantasmes qui me reviennent à nouveau, des désirs de projets ou de faire des choses différentes, de beaucoup plus investir ma vie personnelle, ou en tout cas différemment. Tu peux donner un exemple concret ? Bien sûr. Par exemple, j'habite seule donc dans mon appartement parisien depuis plus de 3 ans. Et j'en avais marre d'habiter seule. Bon, déjà, c'était l'endroit où j'avais fait mon burn-out, donc c'est vrai que ça avait des vibes pas forcément très funky. Et donc, j'ai décidé de faire une coloc. Donc là, je n'ai pas du tout encore trouvé l'appartement, mais en tout cas, c'est un des projets qui m'anime fortement aujourd'hui. Et puis, j'ai aussi trouvé un nouveau travail avec nouvelles responsabilités, une reconnaissance, en tout cas salariale, plus importante, un désir de continuer et voilà, de pas rester sur une forme d'échec, entre guillemets, si on peut dire ça. Donc, la vie, elle continue Mais avec beaucoup de changements. Avec beaucoup de changements. A priori. Parce que besoin de changement et c'est bien aussi. Parce que le changement, ça peut aussi faire peur. Donc, bravo. Merci. Puis à toutes les personnes qui nous ont écoutés, je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, mais en même temps, si jamais vous devez passer par là, sachez qu'il y a un après qui peut être encore plus beau que le avant. Merci beaucoup Anne pour ce magnifique témoignage. J'étais vraiment ravie de t'avoir dans Anti-Héroïne. Et puis je suis sûre qu'on pourra te réentendre à l'occasion sur ce podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup Yasmine.
Quand je sens la panique monter, je me sens à la fois très seule et entourée. Seule face à ce qu'il pourrait arriver et à ma peur de défaillir surtout. Entourée de regards malfaisants, réprobateurs, au jugement sans pitié. Les autres sont pourtant aussi des sources de protection que je ne parviens que difficilement à trouver en moi. Cette figure à la fois protectrice et sévère m'attire et me répulse en même temps. Je la recherche et je m'en cache. J'ai honte d'avoir peur et j'ai peur d'être découverte. Mon psychanalyste doit se régaler. Dans cet épisode, on a parlé de burn-out, de déséquilibre existentiel, de la place du travail et aussi de la peur du regard des autres, de la peur de ne pas assurer, la peur du vide, la peur de la solitude sont revenues également à plusieurs reprises. Et ce sont ces peurs-là que je vous propose d'explorer davantage dans les épisodes à venir. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Anti-Héroïne. Si cet épisode vous a plu ou si vous voulez soutenir la suite de cette enquête sur la peur, je vous invite à mettre autant d'étoiles que vous le souhaitez sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre les actualités du podcast, faire des retours ou bien proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Merci pour votre soutien.